Comment devenir l'entrepreneur de sa vie, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Tu l'auras vu. Alors j'ai pas bougé d'appart, je suis chez un invité de marque et avant de te dévoiler le contenu de cette interview, tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant soit au-dessus, soit en dessous. Si tu es déterminé, tu vas trouver. Alors aujourd'hui, je te le disais, on va parler comment devenir l'entrepreneur de sa vie. Parce que quand on entreprend, c'est pas qu'une société, c'est aussi plein d'impact sur ta vie personnelle et donc professionnelle à long terme, moyen terme, court terme. Et aujourd'hui, je me suis dit, il faut que j'aille voir quelqu'un qui sait de quoi il parle sur ce sujet. J'ai nommé David Laroche. Salut David. Salut. Merci de m'accueillir chez toi. Merci à toi. On se sent bien ici, c'est joli. Merci à toi et sache que j'apprécie ton travail, donc je suis d'autant plus content que tu m'interviewes. C'est un plaisir et c'est réciproque surtout. Alors si tu n'as jamais entendu parler de David Laroche et que tu as donc vécu dans une grotte ces 5 dernières années, c'est pas grave, ça arrive aux gens bien. Est-ce que tu peux nous dire, David, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, en fait, moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est d'aider les personnes à se créer une vie qui est sur mesure, qui leur corresponde. Et souvent, c'est 3 piliers pour moi. D'un côté, c'est le pilier de la carrière professionnelle, d'avoir une activité professionnelle qui t'épanouisse. De l'autre côté, d'arriver à créer des résultats, oui, mais dans le bien-être. Et le troisième aspect qui m'intéresse, c'est ok, je crée des résultats financiers, professionnels, je suis dans le bien-être, mais en plus de ça, comment est-ce que je peux, via mon entreprise, mes produits, mes services et moi-même, contribuer à un monde meilleur ou un monde différent, en tout cas aider les personnes à avoir un impact autour d'elles, que ce soit chez leurs enfants, chez leur famille. Et donc pour faire ça, j'ai trouvé tous les moyens possibles pour le faire et ce que je fais aujourd'hui, c'est un maximum de vidéos. Je trouve que la vidéo, c'est magique pour transmettre du contenu, des outils, des stratégies, interviewer des personnes, faire des séminaires, des conférences et aussi du coaching d'entrepreneurs. J'accompagne 10 entrepreneurs par an pendant toute l'année sur le développement des 8 domaines dans leur vie et donc du business qui me passionne. Alors pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai participé à un atelier de David Laroche, donc ça s'appelle Excellence Business et Finance. Et j'ai trouvé que l'approche de David donc en matière d'entrepreneuriat est assez unique parce que je me dis, non c'est vrai, c'est une expérience de dingue, j'ai adoré ce truc-là. Finalement tu parles plus, alors dis-moi si je me trompe, c'est peut-être ma version du truc, mais tu parles peut-être plus d'autre chose que du business lui-même, mais de ce qui est plus important. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je me lève le matin? Pourquoi quand je rencontre un échec et que systématiquement je fais des choses qui m'amènent à cet échec, quelle est l'histoire derrière ça? Et on a fait énormément de ça. Et je me dis aujourd'hui, quand tu vas te former pour être entrepreneur, t'as pas ça en fait. En fait, c'est une question qui m'obsède même, c'est qu'est-ce qui fait que 2 entrepreneurs qui ont le même produit, le même service, la même expérience, l'un va exploser et pas l'autre? Qu'est-ce qui fait que 2 entrepreneurs qui, par exemple, le marché devient difficile, ou il y a de la concurrence, ou alors il y a quelque chose qui se passe dans l'activité qui est pas facile, il y en a un qui déprime, abandonne et l'autre transforme? Cette question m'obsède et souvent ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un facteur interne de l'état d'esprit de la personne, de comment elle voit ce qui se passe, de comment elle l'utilise, même pourquoi pas dans son marketing, pour motiver ses équipes, pour se motiver elle-même, qui me passionne. Alors je ne sais pas si j'en parle plus, mais c'est sûr qu'il y a au moins un ratio facile 50-50 entre des stratégies externes pour développer le business et tout ce qui est de près ou de loin autour de l'état d'esprit de l'entrepreneur. Ça c'est clair, c'est hyper indispensable. Justement, je voudrais savoir quelle est ta définition de l'entrepreneur? Celle qui m'est venue là tout de suite quand tu as posé la question, c'est que pour moi, l'entrepreneur, c'est avant tout quelqu'un qui crée pour répondre à un besoin et pour apporter de la valeur. D'où le fait que je crois que l'entrepreneuriat soit un excellent moyen de servir le monde en fait. C'est que innover, créer des produits et des services sous un autre angle, différent, et identifier les vides, les besoins du monde et voir comment je peux les remplir. Et dès lors que je les remplis d'une manière différente, soit plus efficace, soit plus rapide, peu importe la promesse que j'aime, et si j'arrive à y répondre, forcément je vais générer de l'argent. C'est marrant parce que c'est une définition simple et efficace. Tu vois, on a l'impression que ça doit être forcément compliqué, mais plus c'est aligné dans ce que tu fais au quotidien et plus c'est logique, simple. Et d'ailleurs, en fait, pour moi, c'est pour ça qu'il y a l'entrepreneur dans le côté juridique d'avoir son entreprise, mais être entrepreneur dans l'état d'être, tu peux l'être en étant salarié, tu peux l'être en étant père de famille. C'est ce truc de se dire, les gens, ils ont besoin de quoi? C'est quoi mes talents? C'est quoi les talents des gens et comment j'y réponds? Alors après, l'entrepreneuriat, dans le sens pur du terme, a ça de magique que tu as tout un tas d'outils pour servir, mais en tout cas, l'approche, elle est vraiment pour moi autour de le monde, il a besoin de quoi et moi, je suis en capacité d'apporter quoi. Alors justement, toi qui as interviewé pas mal d'entrepreneurs, surtout aussi aux États-Unis, tu as côtoyé pas mal de grands. Quel est, d'après toi, un point commun que tu as identifié chez ces entrepreneurs exceptionnels? Il y a un truc qui me fascine chez les entrepreneurs, en tout cas ceux qui excellent,
C'est cet amour de l'échec, je dirais presque. Au début, j'étais surpris quand j'ai interviewé surtout des entrepreneurs aux États-Unis. C'est que souvent, dans mon milieu d'amis à l'époque, parler d'un échec, c'était un peu une honte. Et là, j'ai interviewé des gens où quand je leur disais « présente-toi », ils me parlaient de « j'ai échoué ça, j'ai raté ça, j'ai recommencé là, j'ai fait 15 essais ici, j'ai foiré, j'ai fait faillite, j'ai eu une levée de fonds de 2 millions, j'ai tout raté, et puis au final, j'ai eu telle réussite ». Et il y a cet amour d'échouer et ce truc c'est Darren Hardy qui était le PDG de Success Magazine qui m'a dit ça. Il m'a dit « David, si j'ai qu'un seul conseil, échoue et échoue vite ». J'aime cette idée de se dire voilà, comment je peux provoquer des expériences, tester des choses, apprendre, me remettre en question, tester autre chose. Et ça va m'amener sur une idée qui est connexe mais qui est hyper intéressante que j'observe chez les gens, chez mes clients, et c'est ça qui leur manque des fois, c'est une facilité à être honnête sur leur incompétence. C'est-à-dire que souvent, on essaye de... Je le vois même, des fois, j'ai bossé 30 heures sur une vidéo et j'ai envie de le montrer à ma chérie, que j'ai envie que ma chérie me dise « Ah, tout est parfait ». Et c'est désagréable parfois qu'elle me fait un feedback, mais si je pense à la vraie vision de ce que j'ai envie d'apporter à mes clients et à mon audience, c'est important qu'il y ait des gens autour de moi, et moi-même en premier, qui puissent dire « Là, je suis nul, là, je suis moyen, là, je suis super, là, je suis excellent, là, je suis vraiment incompétent ». Et du coup, si je suis incompétent, qu'est-ce que je peux faire pour progresser ? Et ça peut commencer par provoquer des expériences et être prêt à échouer. Après, le troisième pour moi qui manque à plein de personnes, c'est une vision, un projet qui soit clairement défini. C'est pas juste j'entreprends, c'est je me vois où dans 6 mois, je me vois où dans 1 an, je me vois où dans 3 ans, je me vois où dans 5 ans, je me vois où dans 10 ans. Ça n'a pas besoin d'être 100% clair. J'ai pas envie de créer un fantasme d'un truc qui est polarisé, clair ou pas clair, mais c'est plutôt la dynamique de chaque année être de plus en plus clair sur ce que j'ai envie de réaliser. Et si tu prends des Elon Musk ou des personnes comme ça, ils n'ont pas seulement une vision de qu'est-ce que j'ai à faire cette année, c'est une vision à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans. Elon Musk, Google, ça va même à plus de 100 ans. 100 ans, 200 ans, 300 ans. Et forcément, ce qui est intéressant quand tu as une vision qui est si loin, c'est que le rapport aux difficultés que tu vis, il est complètement différent. Si tu as une vision sur 3 mois de, je sais pas, disons 30 000 € de chiffre d'affaires, et que tu viens de perdre une opportunité à 2 000 €, ça fait 2 000 sur 30 000, ça peut te remuer émotionnellement. Mais si ta vision, elle est sur 20 ans, et que, imaginons pour la même personne, c'était 30 000 sur 2 mois, et que sur 20 ans, je ne sais pas, le chiffre d'affaires annuel qu'il veut faire dans 30 ans, dans 20 ans, c'est, je sais pas, 5 millions d'euros, 10 millions d'euros. Forcément, 2 000 € en perspective avec les 5, 10, 20 millions d'euros, ils sont beaucoup plus petits. Et c'est beaucoup plus facile de se dire, bon, j'ai perdu 2 000 €, mais peut-être pas en fait. J'ai peut-être misé 2 000 € pour apprendre, pour peut-être éviter d'en perdre 500 000 dans 15 ans. Et la vision, elle a ce pouvoir-là, elle a le pouvoir de donner envie à des gens de contribuer à ton projet, et pas seulement à des tâches. C'est-à-dire tu les embarques comme Martin Luther King, sans voilà, j'ai un rêve, je veux aller vers là, je veux amener les personnes sur Mars, Elon Musk, Henry Ford, je veux inonder la Terre de voitures. Donc voilà, une vision, et après une chose que j'adore chez Elon Musk, c'est cette obsession à améliorer ton produit. Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Alors, je sais pas si tu es au courant, et toi non plus, je sais pas si tu es au courant, mais il y a une étude très sérieuse qui a été faite sur pourquoi, alors c'est pas un jugement de valeur, le titre peut paraître choquant, pourquoi les pauvres prennent des décisions idiotes. En fait, on se rend compte que par rapport à ton niveau de pauvreté au quotidien, tu vas être amené à prendre des décisions très court-termistes parce que tu es en mode survie. Toi, ton truc, c'est de savoir si tu vas passer la journée ou juste payer ton loyer, tu vois. Donc, tu fais plein de décisions court-termistes. Et le problème, c'est que aujourd'hui, comme on vit dans une société hyper insecure, entre guillemets, dans les masses médias, on voit les attaques terroristes, les choses, le chômage, l'économie, on a tendance à être en mode survie. Ce qui fait qu'en fait, c'est pas du tout compatible avec l'entrepreneur et la définition aussi, l'observation que tu en as faite. C'est hyper intéressant de savoir que c'est scientifiquement prouvé que d'être dans un mindset court-termiste de pauvre économiquement, entre guillemets, crée de l'échec. Et il y a là, je prépare une vidéo sur ce sujet-là, il y a une métaphore que je trouve hyper intéressante, alors qu'en plus je ne pratique pas cette activité, ce sport, mais en tout cas la métaphore me parle énormément, c'est autour du poker. C'est-à-dire que ce qui est super intéressant quand tu regardes le poker par rapport à l'entrepreneuriat, c'est qu'à chaque partie, tu as des mains t'as une main qui t'est proposée, un ensemble de cartes, et les cartes que tu vas avoir, c'est pure statistique et probabilité. Donc de base, tu as envie de dire, vu que c'est statistique et probabilité, donc je ne maîtrise pas et j'ai aucun pouvoir dans le jeu du poker. Mais en fait, tu as peu de pouvoir dans le poker. Mais le peu de pouvoir que tu vas avoir va faire que sur le long terme,
ça va être énorme. Et que le mauvais joueur de poker, c'est pas qu'il a de la chance ou pas de chance, parce que tu as des fois un mauvais joueur de poker qui va gagner contre un excellent parce qu'il a eu les meilleures mains sur le coup. Sauf que le mauvais joueur de poker, quand il va gagner, il va être hyper dans l'enthousiasme, hyper à s'exciter. Donc le problème de l'hyper-excitation, c'est que pendant que tu fais ça, tu arrêtes d'apprendre. Tu te remets plus en question, tu n'es plus en train de regarder ce qui se passe, tu es juste concentré sur « waouh, je suis le meilleur, je suis au-dessus », un peu en mode prétentieux. Et à l'inverse, le mauvais joueur de poker, quand il perd, ben c'est la fatalité, j'ai tout raté, je vais jamais y arriver. Et là, il y a même une mécanique du cerveau qui est fascinante, c'est tu vas aller chercher des souvenirs où tu as foiré et tu vas projeter dans le futur le fait que parce que tu es en train d'échouer là, ça conditionne tes 40 parties suivantes. Alors que l'excellent joueur de poker, il sait que c'est statistique d'avoir des bonnes mains et des mauvaises mains, il sait que le peu de pouvoir qu'il a par sa psychologie, par sa concentration, par le fait de garder sa vision en tête, par le fait de garder sa capacité à observer, va faire qu'il va peut-être moins rater avec une mauvaise main et il va un peu mieux réussir avec une bonne main. Et ça, quand tu prends 10 ans de poker, d'un excellent joueur et d'un mauvais, c'est ce qui fait que les 5% en fait créent une trajectoire qui n'a rien à voir. Et j'adore cette métaphore pour l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a plein de facteurs extérieurs. Le marché, est-ce qu'il y a un attentat terroriste, tout ça, ça peut conditionner mon business. Est-ce qu'il y a un concurrent qui arrive, est-ce que YouTube change ses règles, est-ce qu'il y a un nouvel outil que j'ai pas anticipé et qui fait qu'en fait, moi je me suis mis à fond sur Facebook et en fait un nouveau réseau social qui arrive et qui est plus performant et qui fait que je perds de l'audience. Donc ça arrive à tout le monde de pas anticiper des choses et d'avoir des facteurs extérieurs. Mais me rappeler que j'ai 5% de pouvoir tous les jours, peu importe ce qui se passe, ça fait la différence. Mais pour apprécier ces 5%, tu es obligé d'être long terme. Parce que sinon tu vas te dire, ouais, mais à la fin de ton coup, ça n'a pas changé grand chose en fait. Mais cette petite différence si on prend même ton univers, améliorer une page, améliorer une vidéo, faire de ton mieux avec ce qui est possible là tout de suite, améliorer ton service client, améliorer ton SAV, améliorer ta relation aux personnes, améliorer la qualité de ton contenu. Ces petits 5% là que tu cumules fait que 5 ans plus tard, tu te dis « waouh, j'ai eu une vie qui était différente ». Mais si tu n'as pas une vision, tu n'auras pas la patience. Tu auras envie de cliquer sur la pub à droite qui dit que tu vas être riche en cliquant sur 3 trucs en 24 heures en fait. Tu n'auras pas le temps de bâtir deux choses, c'est bâtir une nouvelle personnalité, parce que pour moi, la personne que tu es, elle influence tellement ta capacité à réussir, et deux, bâtir une entreprise, attirer les bonnes équipes, ça prend du temps, savoir les recruter, savoir les former, savoir les manager, ça prend du temps, créer un produit de qualité, ça prend du temps, savoir en parler, ça prend du temps. Si tu n'as pas une vision, tu abandonnes en fait, et du coup, tu vas tenter de chercher tout le temps l'opportunité du siècle plutôt que d'aller. Et ça va, du coup, je vais rajouter, je suis un peu loin. Pour moi, un des trucs que je pourrais rajouter chez les personnes qui, pour moi, m'ont beaucoup inspiré, c'est que des fois, ils avaient une activité professionnelle qui ne m'inspire pas en tant que telle, mais eux, ils étaient tellement inspirés par ce qu'ils faisaient que c'est comme s'ils vibraient par d'autres choses. C'est un peu comme les grands amateurs de vin. Moi, je ne suis pas un fan de vin, mais si j'ai un grand amateur de vin à côté de moi, sa passion et son inspiration de son vin me donnent envie d'y goûter. Et c'est ça un entrepreneur. C'est que tu as des personnes qui se disent « ouais, non, c'est pas pour moi le produit », mais la personne, elle aime tellement ce qu'elle fait, elle y croit tellement. J'adore cette phrase, c'est que un bon entrepreneur, c'est un générateur de doutes, mais pas le mauvais doute. C'est-à-dire que tu fais douter la croyance de « c'est pas pour moi », tu fais douter la croyance de « je verrai plus tard », tu crées un doute de « non, j'ai pas les revenus » ou je sais pas quoi. Tellement t'adores ce que tu fais en fait. Et il y a des interviews où tu vois des gens qui ont côtoyé Richard Branson, ils disaient il arrivait à faire douter des investisseurs alors que le projet avait pas l'air complètement fiable, mais lui il était tellement sûr que ça créait du doute en fait. Et qu'au bout d'un moment les gens se disent il est trop sûr de lui en fait, il faut miser quoi. Bon, alors j'ai 10 000 questions, mais je vais faire synthétique parce que c'est très intéressant. Comment tu crées de la patience chez des gens qui n'ont pas un environnement qui les amène vers de la patience? Parce que tu parles d'une vision, c'est un élément, mais concrètement, peut-être que ceux qui nous regardent se posent la question. Comment tu crées cette patience pour s'activer, pour tous les jours faire ce qu'ils ont à faire pour y arriver, sans se manger une claque parce qu'ils ont vu le meilleur ami déprimant, parce qu'ils ont regardé la télé, parce qu'ils n'ont pas pu faire ce qu'ils ont voulu faire aujourd'hui, etc. Comment tu crées cette patience? Alors déjà même pour aider, je viens d'une personnalité hyper impatiente. Donc je maîtrise bien la question de
de courir après quelque chose et de croire que c'est toujours après et de trouver surtout que c'est jamais assez. Et d'ailleurs, ce qui est super intéressant, c'est que j'ai eu des résultats qui étaient au-delà de ce que je pouvais imaginer bien des années avant, et pourtant même en les ayant, c'était encore jamais assez. Parce qu'il y a un paradoxe au niveau du cerveau, c'est que tu crées plus facilement des résultats dès lors que c'est une norme pour toi. C'est-à-dire que quelque chose qui est trop anormal, tu vas avoir du mal à le créer. C'est pas que c'est pas possible. Mais il y a des grandes chances qu'aujourd'hui, 80% des résultats que tu crées, ils te rendent pas hyper enthousiaste parce que tu es devenu le genre de personne pour qui c'est évident. Michael Jordan, réussir un panier, c'est pas waouh, c'est cool. Mais je veux dire, il a tellement bossé pour ça qu'au moment où ça arrive, c'est normal. Et donc du coup, c'est un paradoxe, c'est que pour arriver à créer des résultats extraordinaires, il faut que l'extraordinaire devienne normal. Mais le jour où ça devient normal, du coup, tu as une tendance à dire que ça. Et si tu as un profil comme moi à la base, impatient, tu as beau avoir réussi des trucs qui sont énormes par rapport à ce que tu imaginais, c'est toujours pas assez. Et pourquoi je dis ça? Parce que moi, pour moi, réaliser qu'en fait, avec ma personnalité, ça sera jamais assez, m'a aidé à me dire, bon, en fait, c'est pas une question de montant, c'est pas une question de réseau, c'est pas une question d'audience, c'est pas une question de nombre de vues. En fait, David, pour toi, c'est jamais assez. Donc soit tu fais comme plein d'entrepreneurs et tu vas faire grossir ton business, ta vie professionnelle et en fait tu vas mourir en mode c'est encore pas assez. Ou qu'est-ce que tu peux faire pour te calmer et déjà te rendre compte, d'où je pars. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, ça les met tout de suite dans un état de patience quand je les ai en coaching sur j'aimerais que tu me racontes d'où tu pars. T'avais quelle vie de famille, t'en étais où dans ta vie, t'étais peut-être dans quelle autre activité professionnelle et de dire j'ai déjà franchi tout ça et ça fait du bien en fait de se rendre compte. Plutôt que de faire ce qui peut servir. Mais Emerson il disait imitation égale suicide, c'est qu'à trop se comparer avec des réussites de gens brillants, et je suis le premier à vouloir m'inspirer, la frontière entre prendre de l'inspiration et basculer dans la comparaison et du coup et te dénigrer toi-même, elle est facile à basculer au début. Tu vas voir des lancements sur internet, tu vas voir des gens qui font des trucs de dingue, tu dis oh, putain je suis nul à côté. Mais t'oublies que déjà t'es pas eux, que eux ils ont réussi là mais peut-être pas dans d'autres endroits, peut-être super dans le sport, dans l'alimentation et peut-être pas eux, que tu pars peut-être pas du même point et c'est important de le prendre en compte. Donc voilà, ça c'est pour moi un premier élément. Maintenant, il y a une partie de la réponse dans ta question et je sais que c'est dur à entendre et je sais que toi tu l'as changé. C'est que si une des causes de la baisse d'énergie c'est les relations, il s'agit de les changer en fait. Tu choisis peut-être pas ta famille, mais tu choisis tes partenaires, tes amis, les gens autour de toi. Et moi, ça a été un déclic une fois. J'étais au téléphone avec un autre ami entrepreneur, on démarrait en même temps. Et à la fin de l'appel, il s'est passé deux choses. La première, c'est que je me disais « Ah, je suis pas seul ». Mais la deuxième, c'est je me sentais moins bien qu'avant en fait. Parce qu'on avait passé 1h30 à parler de juste toutes les raisons qui feraient que ça pourrait pas marcher. Et je me suis dit « Mais est-ce que c'est avec ce genre d'amis que je vais aller me dépasser? Est-ce que c'est avec ce genre d'amis que je vais apprendre à apprécier de payer l'URSSAF ou payer des gens ou payer des technologies? Est-ce que c'est avec ce genre de relations que je vais créer l'état d'esprit qui va me permettre de devenir qui j'ai envie de devenir? Et je n'invente pas cette idée que le meilleur moyen de devenir quelqu'un, c'est de côtoyer des gens qui le sont déjà devenus. Pour moi, ça c'est un conseil pépite, c'est énorme parce que j'ai aussi appliqué ça il y a quelques temps maintenant, à l'heure où on fait cette vidéo, ça fait 1 an que j'ai rejoint un groupe mastermind d'entrepreneurs qui sont millionnaires. Et là, je vais arriver au million. Parce que maintenant, j'ai considéré que comme je discute toutes les semaines avec des mecs qui sont millionnaires et qui se disent « l'année dernière, voilà ». C'est devenu ma norme. Et quand tu es dans une discussion où avant c'était comment je fais pour faire un lancement de produit à 10 000 € et que là la conversation c'est l'année dernière on a fait 4,5 millions et cette année on va faire 20 millions, Alexandre est-ce que tu as des idées? Tu te dis ok je suis plus du tout dans les mêmes métriques, je suis plus du tout dans les mêmes références. Et si on s'intéresse aux neurosciences et la psychologie, 50% des croyances qu'on crée, elles sont liées à ce qu'on observe. Donc forcément, si ce que tu observes autour de toi c'est des gens qui génèrent 1 million d'euros de chiffre d'affaires ou plus, ça devient normal. 99% de nos évaluations sont liées à des contrastes. C'est-à-dire que pour pouvoir évaluer que quelque chose est une réussite, tu as besoin de contraster par rapport à ce que tu appelles un échec. Pour appeler quelque chose un échec, il faut que tu le contrastes avec autre chose. Et donc, si ce que tu côtoies, c'est que des personnes qui font quelque chose, du coup, ton système nerveux, pour lui, la base, c'est ce que tu côtoies. Alors que si ce que tu côtoies, la base, c'est abandonner, se plaindre, râler, se trouver incompétent, se trouver nul, se trouver pas assez, trouver que les choses sont dures, trouver que la France c'est dur, ou que le monde c'est dur, ou je sais pas quoi qui est dur, ou que j'ai pas eu les bons parents, pas le bon corps, pas assez intelligent. Si c'est ça ta norme, avant même de commencer à faire du chiffre d'affaires, tu as déjà tout ça à faire. À franchir chaque matin quand tu te réveilles et te battre contre cet ennemi que tu as créé, qui est le reflet de ton entourage. Donc c'est surréaliste le pouvoir que ça a. On me l'a appris, on me l'a conseillé et
ça me frustre. T'imagines même pas quand je recroise des gens avec qui j'ai fait les mêmes stages, je parle en tant que client, ils ont entendu la même chose que moi en fait. Et parce que c'est dur. C'est dur de parfois dire à un ami, je vais moins te voir. Parfois, c'est dur de dire à ses parents, là en ce moment, j'ai besoin d'être plus seul. Parfois, c'est dur de s'écarter un peu et d'accepter que tu vas être critiqué. Mais encore une fois, c'est un acte d'amour envers soi parce que personne ne le fera à ma place. Personne va m'aider à sortir de mon entourage. Il y a des gens qui pourront me conseiller, des gens qui feront des vidéos. Mais si je n'ai pas suffisamment d'amour pour moi-même, pour dire, hey, on m'a donné une vie, on m'a donné l'occasion d'avoir, j'ai vu une vidéo récemment sur la banque du temps, je ne sais plus combien on a de minutes, de secondes par jour. Chaque jour, on m'accorde ce temps-là, on m'accorde cette vie. Si je n'utilise pas ce capital qui m'est offert chaque jour pour en faire quelque chose, je gâche ce qui m'est offert. Et le paradoxe, c'est qu'on n'ose pas le faire parce qu'on culpabilise de ce que les gens peuvent penser ou de leur souffrance. Mais en fait, on ne se rend pas compte qu'en se privant d'aller vers les gens qui nous inspirent, on prive aussi les gens autour de nous de rencontrer peut-être d'autres personnes que nous qui leur correspondent mieux. Et on prive des fois notre famille de casser leurs propres croyances. En m'autorisant à créer la vie qui m'inspire, j'ai challengé mon père, ma mère, mes grands-parents. Mais au final, si on les interviewait tous aujourd'hui, ils diraient tous « David, il a fait le meilleur choix ». Mais au début, ils ne voyaient pas. Sauf que l'entrepreneur débutant, il demande aux autres de voir. Il demande à sa banque de voir son potentiel. Il demande à ses partenaires de voir son potentiel. Il demande à ses clients de voir son potentiel. L'entrepreneur d'élite, l'entrepreneur qui excelle, en fait, il n'en veut pas aux autres qu'il ne voit pas. Parce qu'il sait que c'est à lui de voir son potentiel, voir sa vision, voir là où il va, voir ce qu'il va créer, voir la valeur qu'il peut apporter. Et après, il prend les gens par la main. Il leur laisse le temps. Intérieurement, il se dit à sa mère, je comprends que tu ne comprennes pas, tu n'as pas le même entourage que moi, tu n'as pas les mêmes formations que moi. Plus tard, tu comprendras par les résultats que je vais créer, par la vie que je vais me créer. Et c'est bien dissocier que ce que l'environnement renvoie, c'est pas qu'ils nous en veulent, c'est qu'ils renvoient juste leur propre projection, leur propre peur, leurs propres limites. Donc comme mon père, il me disait, est-ce que tu es sûr que tu veux entreprendre? Au début, j'entendais, t'as pas confiance en moi. Mais en fait, ce qu'il disait, c'est, David, je t'aime, j'ai peur, j'ai envie que tu réussisses. Et donc quand j'ai compris ça, je répondais, écoute papa, merci beaucoup, je sais que tu crois en moi, je sais que tu as confiance en moi, et je vais aller faire ça parce que c'est important pour moi. Et aujourd'hui, il peut voir le chemin et se dire, t'as bien fait. Mais le paradoxe, c'est qu'il a fallu que j'arrête de vouloir que les autres me disent que je fasse bien en fait. Exactement. Chercher la validation d'autrui, c'est un truc aussi que j'ai pas mal travaillé. Alors je vais donner un exemple. Quand j'ai commencé le coaching séduction, ma carrière d'entrepreneur, tout le monde me disait mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Est-ce que tu vas vraiment en vivre? Enfin, vraiment, j'ai pris très cher. Et moi, à l'intérieur, mais moi, ça me renforçait parce que déjà, j'étais un peu, j'aimais ça. J'aimais la confrontation. J'aimais dire, tu vas voir, attends un petit peu. Et on verra bien. Et aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que mes parents me demandent des conseils pour leur business. C'est même moi qui me suis chargé je suis en train de les aider à vendre leur business, qu'ils ont mis 20 ans à construire, qui est le socle de frustration, de victoire, de tout. Tu sais, c'est un énorme bouillon d'une entreprise familiale. Et aujourd'hui, ils ont tellement confiance en ce que je fais, en mes résultats, qu'ils m'ont confié la vente de ce qu'ils ont de plus précieux. Et ça peut arriver uniquement, comme tu l'as dit, uniquement quand vous vous détachez de cette demande de validation constante. C'est clair. Et donc, juste pour terminer sur la question d'impatience, maintenant il y a une réalité neurologique, c'est que tu es plus patient dans ce qui t'inspire. C'est-à-dire que, par exemple, dans le basket, j'aime bien, mais si tu me demandais de m'entraîner tous les jours et d'être prêt à bosser pendant 3 ans avant d'avoir des résultats, je sais que j'abandonnerais. C'est-à-dire que tu peux me mettre les meilleurs coachs au monde, les meilleures vidéos de motivation au monde, les meilleures formations techniques de basket. Déjà, moi, intérieurement, il y a un problème, c'est que à la moindre difficulté, ça va me demander beaucoup de ma psychologie et beaucoup de volonté. Et on sait que la volonté, c'est un capital qui est limité. On te le redonne un peu chaque jour, mais il est limité. Et donc forcément, tu vas pas y arriver et donc tu vas être plus impatient. Plus tu tombes amoureux d'un projet, plus tu vas aimer les deux parties du projet. La partie extraordinaire de te voir apprendre, grandir, avancer, les résultats, les victoires, les changements, voir tes clients te remercier, la valeur que tu apportes, etc. Mais tu vas aussi quelque part, même si c'est des fois douloureux, apprécier. Quand je dis apprécier, c'est pas que tu te dis « waouh, c'est génial », c'est que tu le vis quand même et tu vois le sens que ça a derrière de faire des erreurs, pourquoi pas peut-être avoir un lancement qui ne se passe pas comme tu veux, avoir un recrutement qui ne se passe pas comme tu veux, peut-être être fatigué, peut-être… Voilà, tout un tas de challenges qu'il y a sur le chemin de l'entrepreneuriat et c'est en ce sens-là que moi j'adore l'entrepreneuriat, c'est que c'est une opportunité extraordinaire de grandir personnellement, ça t'oblige à t'aimer, à avoir plus confiance en toi, à savoir parler de toi, à t'estimer, etc. Enfin, j'adore. Ça te fait grandir dans tous les domaines de ta vie, à t'organiser, à être efficace. Et plus t'aimes le projet, plus même si c'est dur, même si t'es impatient, même si tu trouves que ça va pas assez vite,
il y a une partie de toi qui dit je peux pas abandonner. Et pour moi, c'est crucial. Quand je vois les personnes on voit des super lancements, tu regardes globalement ceux qui arrivent, ils sont passionnés sur l'éducation, passionnés sur le vin, passionnés sur le business en ligne, fascinés par le sport. Pour moi, ça c'est une brique énorme. Je ne sais pas si ça te crée de la patience, mais c'est ce qui fait c'est ce qui fait au moins que l'impatience ne va pas te faire arrêter en fait. Et après voilà, pour terminer, ce qui te rend patient, c'est alors rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais c'est de réaliser où est-ce que tu es riche, mais sous d'autres formes. Combien ça vaut d'avoir tes jambes, tes yeux, tes mains, pourquoi pas une femme que t'aimes, des enfants, des parents, des amis. Parce que je sais pas si ça t'est déjà arrivé, t'es un peu en mode ça va pas, machin, dans ton business, t'es un peu frustré et tu te fais mal physiquement ou tu tombes malade. Et c'est marrant comme ça te rend humble en une fraction de seconde. D'un coup, ce qui était chiant et grave ne l'est plus. Parce que ça te ramène à des trucs basiques. Si ton lancement il se passe mal, mais que d'un coup ta femme elle a un problème de santé, d'un coup c'est bon, c'est rien, tout va bien. Et si tu pouvais même échanger, tu dirais rends-moi la santé de ma femme, pourris mon lancement. et moi ça m'aide de me rappeler, surtout que dans mon métier, j'accompagne pas que des entrepreneurs, j'accompagne des personnes qui vivent tout un tas de formes de challenge. Donc je vois des gens qui ont été battus, violés, handicapés, et ça m'aide à me dire, hey, t'es tellement chanceux en fait. Donc je l'oublie tous les jours et je fais en sorte d'y repenser tous les jours. Et cet équilibre me crée de la patience. Et j'essaye de moins en moins d'être quelqu'un d'autre et de plus en plus d'être moi-même. Et le plus beau jour de ta vie, c'est quand tu te lèves le matin et que tu essayes d'avoir ta vie, pas la vie d'un autre entrepreneur. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas à apprendre. Et c'est ça, tu me disais, qu'est-ce que je fais, qui je suis. Moi, ce que j'adore, c'est pas qu'un entrepreneur il fasse seulement du chiffre d'affaires. Ce que j'adore, c'est qu'un entrepreneur il me dit le business qu'on a créé là dans les 1 an qu'on a fait ensemble, non seulement il gagne plus d'argent, mais je l'aime, il me correspond. Je suis content d'aller me lever le matin. Je suis fier de la mission de l'entreprise. Parce que des fois, tu as des entreprises qui mettent mission, valeur, mais ils savent même pas pourquoi ils ont marqué ça. Et c'est ça qui me plaît. Et à l'inverse, ça me frustre quand j'entends un entrepreneur me dire mon business croît, mais je l'aime pas. Je sais pas pourquoi j'y vais. J'aime pas mes collaborateurs. Pire, j'aime pas mon produit. Ou pire encore, j'ai rencontré l'entrepreneur dans l'avion pour Los Angeles et je lui dis t'as pas un conseil? Il me dit David, crée toujours un business, alors c'est métaphorique, hein, mais crée toujours un business dont tu serais à l'aise à en parler à ta mère. Et je lui dis mais pourquoi tu me dis ça? Et donc il m'a parlé de sa petite expérience, il a créé des business dont il n'était pas complètement fier. Et c'est marrant comment inconsciemment il a tout fait pour que ça s'écroule d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Parce qu'il avait honte. Alors pas de poker, pas de basket, t'aimes pas le vin, c'est quoi tes passions? Moi, clairement, je suis un extrémiste de la psychologie humaine. Ce qui me passionne le plus au monde, c'est comprendre comment un être humain passe d'un état d'énergie à un autre niveau d'énergie ou passe d'un niveau de croyance à une autre croyance. Par exemple, ce week-end, j'étais en cycle de coaching et j'avais un entrepreneur sur scène que j'ai coaché et c'est orgasmique pour moi qu'en 25 minutes, j'ai un entrepreneur face à moi qui a toujours eu telle croyance et qu'en 25 minutes après, nouvelle croyance. Ça, je vis pour ça. Et donc du coup, ma passion, c'est de tout faire pour essayer de comprendre comment là je dis 25 minutes, mais comment tu réduis ce temps-là. Donc j'adore lire sur l'être humain, sur l'entrepreneuriat, sur la psychologie, sur le marketing, tout ce qui est autour de l'être humain et comment t'aider l'être humain à exprimer son plein potentiel, comment t'aider l'être humain à réaliser ses rêves, à créer la vie qui est sur mesure. C'est ce qui me passionne le plus. Le plus, c'est-à-dire si je devais choisir qu'un truc dans ma vie, je ferais que ça. Maintenant, ce qui me passionne en deuxième, et j'en ai fait mon métier aussi, c'est les vidéos. J'adore regarder des films, j'adore les teasers, les trailers de films. Quand tu as un enchaînement de musique et de vidéos et que ça crée une chimie à l'intérieur de moi, voilà, j'adore ça. J'adore la musique. Et donc pareil, j'utilise des musiques dans mes séminaires. Moi, de toute façon, c'est simple. Mon credo, c'est comment je peux être payé à faire ce que j'aime. J'adore la plage et j'adore le soleil. Et donc, par exemple, on a un programme sur 1 an qui s'appelle le programme Titanium, qui est inspiré d'un autre truc que j'aime, c'est le film Gladiator. Et donc, j'amène les personnes on privatise un hôtel et c'est au bord de la plage, et on l'a fait en Grèce. Et ce truc d'être dans un contexte où il y a du soleil, l'eau, j'adore l'eau. Et parler d'entrepreneuriat, de leur psychologie, des 8 domaines de leur vie, ça me passionne. Et après, j'aime le voyage, et donc je fais en sorte de plus en plus d'être payé à voyager.
Donc voilà, c'est un peu les 4 choses, je pense, là, spontanément, qui me passionnent le plus. Mais du coup, c'est difficile de répondre aujourd'hui à la question de qu'est-ce qui est mes passions, qu'est-ce qui est mon travail, vu que ça se marie. Justement, c'est l'objet de ma prochaine question, enfin c'est en rapport. Comment tu fais pour concilier, alors pour toi, mais aussi peut-être pour ceux qui nous regardent, tes objectifs perso, enfin tes objectifs plutôt professionnels et les marier avec ton style de vie, ton rythme de vie? Il y a beaucoup de gens qui sont en confrontation. Je veux ça, je veux faire ça, je vais faire ça, mais de l'autre côté, aujourd'hui, je suis dans un appartement tellement petit où je me sens pas bien, où j'ai un boulot de salarié qui me plaît pas en fait, qui me frustre. Comment tu fais pour concilier les deux? En fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a tous une hiérarchie de valeurs. Donc les valeurs, c'est ce qui est important pour nous, les valeurs, c'est ce qui donne de l'énergie. Les valeurs, c'est le genre de sujet de conversation où à minuit, t'es crevé, on t'en reparle, ça donne de l'énergie. C'est ce que tu aimes faire naturellement sans que tu aies besoin de motivation extérieure. Donc on a tous des valeurs et on a tous une hiérarchie qui est différente et qui est unique, un peu comme l'ADN. Et le truc, c'est qu'on est dans une société où on essaye beaucoup d'être quelqu'un d'autre que nous-mêmes. La clé, c'est de se poser la question de c'est quoi le style de vie que je veux en fait, plutôt que qu'est-ce que je peux ou qu'est-ce que je peux pas dans un premier temps. Mais idéalement, elle serait comment ma vie? Est-ce que j'ai envie d'être un Elon Musk qui a été prêt à dormir dans son lieu de travail, à frôler de sacrifier son couple jusqu'à même se séparer? Et lui, il est en paix avec ça. Et donc, il n'y a pas de jugement. Par contre, ce qui est important, et qui est douloureux quand même à entendre, c'est que chaque hiérarchie de valeurs a un prix à payer. C'est-à-dire que la personne pour qui, dans ses valeurs numéro 1, ta business et 2, c'est sport, bah forcément, elle va investir du temps, des pensées, de l'énergie et de l'argent à faire du sport, pendant que peut-être l'autre va, si notre numéro 2, c'est marketing, il va mettre de la valeur en plus de son business sur juste comprendre le marketing, parce que c'est quelque chose qu'il aime. Ou si l'autre, c'est couple, c'est couple, et peut-être qu'il ne va pas mettre de valeur autant dans son physique. Peut-être l'autre, c'est famille, ou peut-être c'est sa connexion à la vie. Ou... Bref, on a une hiérarchie de valeurs, et je pense que plus vite on l'identifie, plus vite on arrive à créer une vie qui nous correspond et plus vite, du coup, on casse le fantasme. Parce que par exemple, imaginons que j'ai une personne pour qui sa vie idéale, c'est un mélange de j'ai mon business, je vis près de l'eau, j'ai un peu du temps pour mon couple, un peu du temps pour ma famille, un peu du temps pour mon sport, etc. Et qu'elle se compare avec un Elon Musk qui, je pense, bosse 90, 100, au moins 100 heures par semaine, enfin, il dort 4-5 heures maxi, tout le temps. Si elle se compare à lui, forcément elle va se sentir frustrée. Mais si tu prends les 8 domaines, tu dis mais est-ce que je veux son couple, est-ce que je veux sa santé, et ça t'aide à dire ça non, je veux pas, et donc je suis prêt peut-être à être un peu plus patient. Maintenant, et c'est ça le paradoxe des valeurs, c'est que à la fois tu as une hiérarchie, et à la fois, si tu investis du temps dans des valeurs, du coup, c'est pas du temps ailleurs. Mais c'est ça qui est magique. Plus tu nourris tes valeurs hautes, plus ça nourrit le reste. Donc il y a une forme d'idée paradoxale. C'est-à-dire que, imaginons qu'il y a quelqu'un, ces 3 valeurs, c'est business, couple et santé. Mais qu'elle se force à mettre tout en business, parce qu'elle se compare à quelqu'un qui fait que ça. Paradoxalement, elle n'arrivera même pas à faire ce qu'elle l'autre fait, parce que c'est pas dans ses valeurs. Et donc paradoxalement, en mettant business et un peu de couple, un peu de santé, elle produira peut-être même plus dans son business parce qu'elle nourrit ce qui est important pour elle. Donc ça peut paraître contradictoire. J'entendais une interview récemment de quelqu'un qui est brillant, je ne sais plus l'interview, et il disait que un des propres des gens qui excellent, c'est d'arriver à intégrer des idées qui semblent paradoxales. Donc ça paraît paradoxal de se dire d'un côté je vais vivre en accord avec mes valeurs et il y a un prix à payer, et de l'autre côté vivre en accord avec mes valeurs va m'apporter un surplus d'énergie, d'inspiration, d'envie de vivre, de créativité. Donc il s'agit de se dire qu'est-ce qui est important pour moi, je suis prêt à payer le prix et je me rends compte que ça c'est un fantasme, mais c'est pas exactement ce que je veux. Je suis prêt à être patient, mais je suis aussi prêt à être surpris parce que si ça se trouve, en allant faire un restaurant avec ma chérie, je vais peut-être avoir une super idée business ou rencontrer quelqu'un à côté qui va déclencher une autre idée. Et les valeurs se mettent à se nourrir entre elles. Maintenant, à court terme, c'est clair que parfois l'entrepreneuriat à court terme, quand tu démarres, demande encore plus hiérarchiser en disant couple, santé, c'est important, mais peut-être que là, cette année, je vais peut-être un peu plus tirer sur le pro. Pas de façon définitive, mais peut-être le temps d'arriver à tel palier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un corps avec un langage, les maladies, les douleurs, et que si on a l'écoute de notre corps, il nous dit, quand il nous dit hey, freine. Ou alors quand il nous dit, ce serait bien que tu pousses quand même. Et si on a l'écoute de ça, on sentira. En fait, on le sent dans une conversation qu'on en a marre. Sauf qu'après, on essaye d'être quelqu'un d'autre. Donc on essaye de rester, alors qu'on n'a pas envie.
Et on se dit que partir, c'est pas aimer son ami. Mais non, ça se trouve lui dire, voilà, j'adore parler avec toi 30 minutes, après c'est important pour moi de bosser un peu. Et plus t'entends ça, les moments où ton corps il te dit, arrête, ou vas-y, plus tu as cette mécanique magique qui s'installe. C'est-à-dire que tu arrêtes de dire aller voir ta famille à Noël, c'est forcément 2 semaines. Non, peut-être que tu vas y aller 12 heures. Et par contre, peut-être qu'il est 12 heures. Du coup, c'est le paradoxe. Vu que tu y vas avec le cœur et pas la contrainte, peut-être que les 12 heures, tu vas faire peut-être plus avec ta famille en 12 heures parce que tu es présent et tu as vraiment envie que 2 semaines en mode « Oh putain, mon business il avance pas, pourquoi je suis là en fait ?» Et c'est ça pour moi que je cherche à aider les entrepreneurs à trouver. C'est déjà, il existe 1000 formes de structure. Est-ce que tu veux être multinationale? Est-ce que tu veux être solopreneur? Est-ce que tu veux avoir une assistante? Est-ce que tu veux un mix? Est-ce que tu veux être un entrepreneur plus lifestyle, voyager, etc. Est-ce que tu veux tout en ligne? Est-ce que tu veux des locaux? Chaque chose a avantage et inconvénient. Moi, j'ai des personnes qui travaillent à distance. C'est génial sur plein d'aspects. Mais parfois, c'est chiant. Parfois, quand ils sont à côté, ça serait pratique d'aller dans le bureau à côté et de dire « Tiens, au fait, tu as fait ça, qu'est-ce que tu en penses de ça ?» Donc voilà, il s'agit d'essais, erreurs, je teste des trucs, on corrige, dans l'objectif de designer quelque chose qui soit le plus possible vers ce qui, moi, m'inspire. Bon, il y a plein de choses très intéressantes. Justement, je voudrais rebondir sur un truc te concernant. Tu disais qu'au tout départ, tu étais quelqu'un de très timide, pas à l'aise avec ta propre vie et tout ça. Et tu as travaillé énormément là-dessus. Aujourd'hui, tu arrives à un point où tu as une entreprise qui génère un beau chiffre d'affaires, tu te développes, tu vas à l'international. Quels sont tes objectifs ou qu'est-ce que tu veux atteindre aujourd'hui? J'ai pas un truc avec une garde arrivée en mode, j'ai plus en tout cas, j'avais un peu des fantasmes comme ça, le jour où j'ai ça sera bon. Après je l'ai et je me dis merde en fait non. C'est plus une dynamique. Déjà globalement, à titre personnel, je veux que jusqu'à mon dernier souffle, je sois en train d'apprendre et grandir. Donc ça c'est quelque chose de personnel et d'important pour moi. Je n'imagine pas un jour où avec une dite retraite où je stagne. J'imagine que mon style de vie s'adapte à mon âge. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est d'être tout le temps en train d'apprendre, croître, grandir. La deuxième chose qui est super importante pour moi et qui part de cette timidité, c'est que j'ai eu la chance de me trouver nul dans mes 8 domaines de vie. De me trouver bête, moche, croire que je ne serai jamais en couple, avoir, parce que j'étais tellement stressé, même des problèmes sexuels, panne ou quoi que ce soit, ou éjaculation précoce, avoir une relation à l'argent qui était très compliquée, en particulier liée au fait que mes parents aient divorcé, j'associais argent égale séparation, argent égale conflit. Une association au monde professionnel du type tu vas souffrir pendant 42 ans, parce que ce que j'avais entendu les premières fois que je suis allé en entreprise, vivement la retraite quand tu as 18 ans, c'est dur. Il n'y avait pas vraiment de sens dans ma vie, je ne me sentais pas aimé par ma famille, donc, et je me sentais hyper mal à l'aise dans la communication. Donc dans les 8 domaines de vie, je me sentais nul. Ce qui m'a donné la soif et le désir de transformer ma propre vie. Et j'ai tellement été fasciné de voir que tout s'apprend. Le marketing, la communication, la prise de parole en public, faire rire des gens sur scène, manager des personnes, séduire une femme, se mettre en couple, transformer sa sexualité, transformer sa respiration. C'est tellement dingue que tout s'apprend que du coup, pour répondre à ta question, le truc le plus important dans ma vie, c'est aider le plus possible de personnes à toucher à cet espace où tu te dis « Putain merde, c'est possible en fait ». Je pensais pas, mais en fait, je peux être millionnaire. Je peux être sportif, je peux être heureux. J'ai été battu, mais je peux me créer une vie de dingue. J'ai un handicap, j'ai une personne que j'accompagne qui a un handicap. J'ai un handicap, il a 23 ans, 18 ans, accident de moto, mais ça me fout des frissons rien que d'y penser, je vais me créer une vie de malade. Et je refuse l'idée que parce que j'ai un handicap, ma vie elle est finie. Au contraire, c'est un autre démarrage. Enfin, ça c'est le plus important pour moi. Et du coup, ça se découle forcément sur le business. C'est que je veux tout faire pour toucher de plus en plus de millions de personnes. Ça m'amène sur ma prochaine étape qui m'habite quasiment tous les mois. Je veux basculer en anglais, je veux toucher progressivement tous les continents, tous les pays et aider les gens, peu importe leur culture, à s'aimer, à être des gladiateurs, des machines de détermination, à tout donner pour leurs rêves, à tout donner pour créer, si on parle d'entrepreneurs, les entreprises qui les font vibrer, à devenir des Steve Jobs, à devenir des Elon Musk, à devenir des Richard Branson, à devenir des gens qui se lèvent le matin et qui se disent « Waouh, j'adore la vie que j'ai, je suis fier de moi, j'adore ce que je crée. » Tesla, je ne suis pas un amateur de voiture, mais j'adore Tesla. Pour moi, Tesla, c'est même pas une voiture, c'est un symbole en fait.
Apple, pour moi, c'est plus qu'un ordinateur, c'est un symbole. Et moi, ce que je veux faire, c'est que ma boîte devienne un symbole de cette idée, l'idée que tout est possible, l'idée que tu peux aller au-delà de ce que tu imagines, et du coup aider des entrepreneurs à faire de leur boîte des symboles. C'est pour ça que j'adore cette idée de devenir des entrepreneurs de légende. Jouer sur un autre terrain de jeu, voilà, peu importe le truc. Ok, maintenant je vais te poser une question que je pose à tous les entrepreneurs à succès que j'ai rencontrés, que je côtoie. Qu'est-ce que tu fais tous les jours que la majorité des gens ne font pas et qui pourrait expliquer ton succès? Il y a plusieurs choses que, en tout cas, plein de personnes ne font pas, que je fais, que j'ai appris à faire. La première, c'est me poser des questions plutôt que juste contempler mes anciennes affirmations. Me poser des questions, c'est qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été génial aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait de super aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire de différent demain? Quelle nouvelle idée je pourrais avoir pour impacter mon entreprise? Comment je pourrais servir plus? La question de Bill Gates que j'adore. Comment je peux apporter plus de valeur aux gens avec les ressources que j'ai déjà? J'adore cette idée. On a du matériel, on a des équipes, on a des gens, on a des talents. Comment on peut faire encore plus? Une question que j'adore me poser, à quoi j'ai pas encore pensé qui pourrait faire une vraie différence dans mon marché? Une autre question que j'adore, c'est qu'est-ce que je pourrais mixer, qui en apparence n'a rien à voir avec mon business, mais qui, si je le mixe, va faire un truc où les gens vont dire waouh, j'ai jamais pensé à ça. Mettre de la musique peut-être différente dans mes événements ou utiliser un truc que j'ai vu dans un film dans une de mes vidéos. Enfin, il y a une vidéo que j'adore qui s'appelle Everything is a Remix. Il te montre comment l'iPhone, en fait, c'est qu'un magnifique remix, c'est pas seulement une révolution, ou alors qu'une révolution, c'est un bon remix. Et j'aime cette idée de qu'est-ce que je peux remixer pour faire encore mieux, encore plus. J'aime l'idée de regarder mes vidéos en me disant, voilà, ça c'est génial, mais qu'est-ce que je peux faire de différent? Ça, c'est un gros bloc. Le deuxième bloc, c'est apprendre à poser des questions. Aller voir l'entrepreneur, c'est qu'est-ce qui fait la différence dans ton business? Qu'est-ce que tu fais différemment? C'est quoi que tu as appris dans les 10 dernières années? C'est quoi les 3 erreurs que tu as faites qu'il ne faut pas faire? Poser des questions, ça transforme une vie, ça transforme un management, ça ouvre des portes qui sont censées fermer, ça donne envie à des banques de t'accorder des choses qui ne sont pas possibles normalement. Et je suis excité par à chaque fois qu'on me dit que ce n'est pas possible et que ça devient possible. La troisième chose, pour moi, qui fait aujourd'hui là où j'en suis, c'est cette fascination à transformer les problèmes en opportunités. Ça paraît être un problème, qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que je peux en faire en termes de storytelling? Qu'est-ce que je peux en faire pour me forcer à faire des choses que j'ai jamais faites? Qu'est-ce que je peux en faire pour inspirer des personnes? Et j'adore ce paradoxe de la réalité qui est que, c'est une phrase d'Einstein, il dit qu'il y a des gens qui pensent que dans la vie, tout est un miracle, et il y a des gens qui pensent que dans la vie, rien n'est un miracle, et que les deux ont raison. Et c'est dingue, c'est-à-dire que croire que tu as raté ton opération commerciale, croire que c'est une opportunité, c'est du délire. Mais croire que c'est un problème, c'est aussi du délire. Et c'est ça qui est dingue. Le moment où tu commences à croire que ton opération, parce que c'est un problème, ça peut être une opportunité, d'un coup, tu as des idées que tu n'avais pas. C'est peut-être le début de mon prochain lancement. C'est-à-dire, je vais raconter comment j'ai foiré, ça va donner envie à des gens qui foirent aussi de me suivre et de m'écouter. Ils vont se sentir plus proches de moi parce que j'ai échoué. Peut-être que c'est une opportunité parce que j'ai plein de choses à apprendre. Peut-être que c'est une opportunité parce que je vais en faire un produit. Bref, j'adore ce truc de transformer les problèmes en opportunités. Et ce que j'adore encore plus, c'est quand j'ai quelqu'un, 1 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, qui me dit « Ouais, mais toi, David, c'est facile parce que tu as vécu ça. » Et le ça, c'est ce que pour moi était un problème à la base. J'adore ça. Au début, et tu as connu ça, mon problème c'était être jeune. Et au début, mon problème c'est que je croyais qu'être jeune était un problème. Et tant que moi j'y croyais, les gens me disaient « David, t'es trop jeune. » Et vu que j'y croyais et qu'ils y croyaient, on était les deux d'accord. Et puis je me suis convaincu qu'être jeune était ma plus grande opportunité. Au point qu'un jour, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent « Ouais, mais pour toi c'est facile, tu réussis parce que t'es jeune. » Et là j'ai eu un grand sourire et je leur ai dit « C'est exactement ça. » Et j'adore ce truc-là, où des gens qui vont dire à Mimati, tu sais, toi, tu as eu le poste, tu as eu le rôle parce que tu es petite. Eh ben oui, quelque part. Ou parce que tu as un handicap. Ou parce que t'es pas aussi beau que telle personne. Ou parce que tu pars de tel endroit. Ou parce que tu es de couleur de peau. J'adore quand le truc qui à la base est un gros problème devient la source de « Ouais, mais toi, tu as de la chance. » C'est quand même très bon. C'est un plaisir de fin gourmet. Bon, je t'ai entendu parler plusieurs fois de lancement. Quelle est l'actualité à venir? Est-ce qu'il y a quelque chose d'important pour toi? Est-ce qu'il y a un lancement qui va venir ou pas? Il y a peut-être quelque chose sur lequel tu travailles en ce moment qui t'inspire et tu voudrais communiquer auprès de ceux
qui nous regardent. Alors, on prépare quelque chose qui est mon futur programme de Gladiator. Ça fait 1 an et demi que je me dis que j'ai envie de me reconnecter à cette énergie de bourrin. Donc c'est un programme qui va s'appeler Entraîner pour réussir et qui est vraiment sur les 8 domaines de vie et spécialement dédié aux gens qui veulent se dépasser et avancer. Mais j'invite les personnes qui nous regardent à être attentifs à ça parce que je veux créer le genre de programme où toutes les personnes que j'aime, je leur souhaite de le faire. Et pour moi, c'est important quand j'en suis là, c'est que je crée quelque chose que j'aurais adoré avoir pour moi-même. C'est un programme sur 6 mois, hyper intensif, avec des vidéos tous les jours pour devenir ce gladiator qui avance, qui transforme, qui crée des opportunités. Et on va aborder les 8 domaines de vie. Maintenant, à plus court terme, s'il y a des entrepreneurs qui sont intéressés, j'ai un mastermind, ça m'excite bien. Donc là, on est un petit groupe, 12-15 personnes, on se voit régulièrement et je travaille pour partager mes stratégies et comment je développe mon activité. Et surtout, mon talent de formateur et d'animateur, c'est de mettre les gens en synergie et leur faire émerger la quintessence, en fait, ce qui fait qu'ils ont du talent et du potentiel. Et c'est assez incroyable quand tu vois les témoignages de voir comment quand tu mets 12 personnes brillantes dans une salle, ça fait émerger des idées de dingue. Et encore une fois, le paradoxe, c'est que j'ai mes clients, dans mon mastermind, je les fais marrer avec ça, c'est qu'ils me payent à que j'apprenne. Parce qu'ils sont, des fois, je me dis, je me sens tellement privilégié de les avoir et ils se sentent privilégiés de m'avoir et qu'on soit ensemble. Enfin voilà, c'est dingue d'avoir créé un groupe comme ça où tu t'avances avec des gens que tu estimes, ils t'estiment et tu vas décoller ensemble. Et maintenant, pour des revenus qui sont plus accessible pour moi, c'est le séminaire que tu as fait, séminaire Excellence Business et Finance, où il y a toute la partie autour des stratégies, autour des stratégies externes, marketing, relations commerciales, la vision de l'entreprise, comment tu positionnes ton entreprise, comment tu vas chercher ton avatar client. Et de l'autre aspect, tout ce dont on a parlé beaucoup aujourd'hui, qui est la psychologie de l'entrepreneur de légende, comment tu deviens le genre de personne qui est une machine et qui est inarrêtable, où les gens se disent juste, dans le doute, il vaut mieux que je suive en fait. En plus au bord de la mer. Voilà, bon argument. Exactement. Forcément au bord de l'eau où il fait chaud. Alors je vais mettre en dessous toutes les informations, donc la chaîne de David, le site et les informations sur les programmes dont il a parlé. David, le mot de la fin, il est pour toi. Déjà, j'ai vraiment apprécié, c'est pas le mot de la fin, mais bon, j'ai vraiment apprécié ton interview et je te redis que j'apprécie qui tu es et ce que tu fais. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle j'étais content de faire l'interview. Mon mot de la fin, je vais m'adresser, si t'es OK, directement à la caméra. Bien sûr. Voilà, c'est s'il y a un truc qui a résonné dans l'interview, que ce soit une idée d'Alexandre ou de moi, ou peut-être simplement l'énergie que dégage l'interview, et qu'il y a une partie de toi qui sent que tu peux faire plus dans ta vie, une partie de toi où tu sens que tu peux aller jouer sur un autre terrain de jeu, s'il y a des choses que tu as envie de réaliser dans ta vie et tu te trouves des excuses, et ben je te propose de vraiment sentir que c'est maintenant, que c'est fini. C'est fini les excuses, c'est fini de trouver des raisons de ne pas y aller, c'est fini de ne pas vivre la vie qui t'inspire, c'est fini de ne pas oser faire certaines choses, peut-être de ne pas oser rencontrer des gens qui t'inspirent, de ne pas oser aller faire des formations de gens qui t'inspirent, de ne pas peut-être entreprendre, ou de ne peut-être pas recruter, ou de ne peut-être pas aller chercher le chiffre d'affaires que tu veux vraiment réaliser et que tu t'empêches de réaliser pour tout un tas de raisons. Je t'invite à sentir que c'est terminé et que là c'est le début d'une autre aventure. Je te souhaite vraiment d'aller réaliser la vie qui t'inspire et j'aimerais te recroiser virtuellement ou réellement dans un mois, 1 an, 5 ans ou 10 ans ou 20 ans ou 30 ans. Comme je croise des personnes des fois dans des pays où on parle même pas français, j'ai des gens qui viennent me voir en me disant j'étais là en train de regarder ta vidéo, j'étais là dans un séminaire, j'étais là en coaching individuel et ce que j'ai ressenti le jour où j'ai vu ce que tu faisais, ça m'a aidé à prendre une décision qui a transformé ma vie. Et ça me met des larmes de gratitude quand je croise des gens qui me disent depuis que j'ai vu ça, j'ai pris une des décisions les plus importantes de ma vie. Ma vie, elle a changé en 1 jour, 1 heure, juste une personne. Quand j'ai pris la décision de me dire c'est maintenant, pas demain, pas au prochain livre, pas la prochaine formation, pas la prochaine interview, pas la prochaine vidéo, c'est maintenant. Et je sais voir dans les yeux d'une personne quand c'est maintenant. Je ne peux pas vous voir, mais je souhaite tellement que cette interview elle ait servi à au moins une personne et que cette personne ça soit vous. Et que Alexandre ou moi on puisse vous recroiser, vous puissiez dire j'ai vu cette interview et j'ai pris une des décisions les plus importantes de ma vie. Voilà ce que je vous souhaite. Allez vivre la vie qui vous inspire et donnez tout.
Amen, merci. Si tu as aimé cette interview, alors n'hésite pas à pouce bleuter au maximum cette vidéo, à la partager autour de toi, ton réseau entrepreneur et ton réseau familial aussi, parce que c'est bon de partager ce genre de discussion. Ça fait du bien en fait. Exactement. Et oublie pas aussi, pour aller plus loin, tu peux toujours télécharger ma formation gratuite pour lancer ton business sur internet de A à Z. Donc c'est une formation de 2 heures, tu cliques soit au-dessus, soit en dessous, tu vas arriver sur un lien, une nouvelle page, tu rentres ton prénom, ton adresse mail et je te l'envoie gratuitement dans ta boîte mail. Merci infiniment David, merci beaucoup. Avec plaisir. Et n'oublie pas, c'est toi qui décides. Ciao.